Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de Santé sans détour, présenté par la communauté citoyenne et la communauté des initiatives étudiantes du réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité au Québec. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet assez intéressant, mais souvent négligé, qui est le pied diabétique. Donc, nous sommes bien choyés aujourd'hui d'avoir avec nous trois invités exceptionnels et tellement impliqués qui vont nous partager de un, leur vécu, leur expertise professionnelle et personnelle, mais aussi leurs réflexions et vont mettre en lumière l'importance de la prévention durable, du dépistage et de la prise en charge globale de la personne qui vit avec le diabète, incluant leur pied. Donc, préparez-vous pour un épisode qui sensibilise, qui informe et qui place la personne en avant. Bonne écoute. Bonjour à vous trois, c'est vraiment un plaisir là, de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter tout le monde ensemble. Je me présente, je m'appelle Dominique, je suis étudiant au doctorat en kinésiologie à l'Université Laval. Afin qu'on apprenne un peu à se connaître, je vous inviterai à vous présenter. Pour commencer, Virginie, je te laisserai y aller. Parfait. Bon, ben, premièrement, j'aimerais vous remercier le comité au CMDO pour l'invitation à venir discuter des pieds diabétiques. Comme tu viens de mentionner, je m'appelle Virginie Blanchette. Je suis chercheuse et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et à Vitam, Centre de recherche en santé durable. En fait, je suis chercheuse sur les pieds diabétiques. Je suis formée comme podiatre et je suis intéressée justement à développer des interventions qui sont durables pour prendre soin de la santé des pieds, surtout des personnes atteintes de diabète. Je suis récipiendaire d'une bourse de chercheur boursier junior 1 du Fonds de recherche en santé du Québec. Et justement, ma programmation est basée sur le besoin des patients partenaires, comme M. Bureau qui nous accompagne aujourd'hui, qui va pouvoir se présenter lui-même. Et je suis aussi titulaire de la bourse des jeunes leaders en santé durable, des chaires en santé durable, d'où M. Guy Poulain est co-titulaire, qui va pouvoir aussi également se présenter. Je remercie qui ait accepté l'invitation de participer aujourd'hui au balado pour parler de la santé des pieds. Qu'est-ce que je fais sommairement dans ma recherche? C'est que je me définis comme une chercheuse en application des connaissances et en sciences de mise en œuvre. J'essaie de développer un programme de prévention, de dépistage des complications du pied diabétique en soins primaires. Et à travers tout ça, je développe des interventions qui augmentent l'engagement des patients dans la prévention et dans les soins par rapport au pied diabétique. Donc, je laisserai la parole à mes acolytes aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Bureau, je suis retraité. Je suis diabétique depuis environ 35 ans. C'est difficile exactement de savoir le début. Probablement qu'en fouillant dans des dossiers médicaux, je le saurais, mais ça se fait tellement graduellement que le début n'est pas facile à savoir, mais ce qui me fait plaisir de participer à ces recherches-là, c'est pour essayer de travailler en prévention pour éviter que d'autres personnes aient le même cheminement que je puisse avoir eu. Bonjour à tout le monde. En passant, Virginie, le CMDO, il faudrait peut-être que tu nous dises ce que c'est. Le CMDO, c'est un réseau de recherche avec plusieurs parties prenantes. Puis, ce qu'on entend par le CMDO, c'est cardiométabolique, santé cardiométabolique, diabète et obésité. Parfait. Non, mais Ça, j'ai bien répondu? parfait. C'est parce que je suis un peu sensible aux acronymes, là, parce que je suis un citoyen partenaire, puis des fois, on ne comprend pas toujours tous ces acronymes-là et on perd le fil. Alors, c'est pour ça que gentiment, je te faisais cette remarque-là. Alors, moi, mon nom, c'est Guy Poulain. Moi aussi, j'ai un diabète de type 2. J'ai été diagnostiqué il y a 30 ans exactement. J'avais 41 ans. Alors, je suis rendu à bout de mon âge. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé, que les patients, que les citoyens soient impliqués socialement, pas juste au moment de mettre une croix sur un bulletin de vote, au moment des élections, mais à tous les points de vue, notamment au niveau de sa santé personnelle, d'essayer autant que possible d'avoir un partenariat avec les soignants, les médecins, et pas être comme naguère où finalement le médecin était Dieu le Père, il nous disait qu'est-ce qui était bon pour nous, puis on n'avait pas un mot à dire. Donc, cette notion-là de prise en charge de notre propre santé, ça implique aussi d'être partenaire, donc d'avoir des décisions partagées avec les soignants. Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, qui m'a toujours beaucoup animé. Je crois beaucoup à la parole citoyenne. Je pense que le système de santé et la société en général irait mieux
s'il y avait plus de citoyens et de citoyennes qui s'impliquaient à tous les niveaux, que ce soit au niveau, comme je disais, dans le bureau avec son médecin, que ce soit au niveau de l'organisation des soins, l'organisation des espaces de soins, l'organisation des villes, même le modèle socio-économique, on pourra en parler. Alors, c'est sûr que le diabète de type 2, c'est une maladie chronique. Ça m'a pris un certain nombre d'années pour accepter d'avoir une maladie chronique, parce qu'une maladie chronique, par définition, c'est que tu n'en guéris pas de cette maladie-là. Il faut t'apprendre à vivre avec. On aura l'occasion d'en parler tantôt, mais ce n'est pas évident de vivre avec le diabète. Ce n'est pas évident de faire les bons choix. C'est facile en théorie, mais en pratique, c'est une autre paire de manches. Alors moi, ma participation à ce genre d'événement-là, comme on fait en ce moment, c'est que si ça peut contribuer à alimenter la réflexion de certaines personnes pour mieux gérer leur maladie et aussi pour d'autres de peut-être prendre le temps de se faire dépister parce qu'il y a beaucoup de gens diabétiques au Québec, semble-t-il, diabète de type 2, qui ne le savent pas, mais qui sont en train de miner leur santé justement parce qu'ils ne le savent pas, donc ils ne sont pas en mesure de faire des choix éclairés. Alors voilà un peu, mon parcours serait un peu long à décrire, mais je suis entre autres, comme disait Virginie tantôt, je suis membre co-titulaire citoyen de la chaire en santé durable, une première au Québec que des citoyens soient membres d'une chaire de recherche financée par le Fonds de recherche du Québec. Puis je suis aussi co-directeur citoyen de Précrisa. Précrisa, c'est un réseau qui veut mettre les gens ensemble pour mieux se préparer pour la prochaine crise sanitaire comme on a vécu avec la pandémie, parce que malheureusement, tout indique qu'il va y en avoir d'autres crises sanitaires de toutes sortes, que ce soit avec la nation des dérèglements climatiques notamment. Là. Alors, la parole citoyenne, j'essaie de la transporter à tous les niveaux. Alors, pour l'instant, ce serait ma courte présentation. Bien, c'est super. Puis effectivement, en fait, je pense qu'on fait un bon trio parce que je vous ai identifié pour venir parler à la population du pied diabétique aujourd'hui parce que, en fait, je connais quand même M. Bureau depuis un certain temps. On peut, Jean-Pierre, Guy, on peut se tutoyer, ça vous convient? Oui, ouais. Virginie aussi, puis dans le fond, Dominique aussi. En fait, c'est que monsieur Jean-Pierre a vécu des choses, il a vécu pas mal de complications du pied diabétique, là, qu'on y va vers qu'est-ce qui est très grave. Puis, en fait, vous, Guy, vous êtes atteint, vous commencez à en entendre parler, mais vous n'avez pas atteint ce qu'on appelle les grandes complications du pied diabétique. Non. Fait que je pense que c'est important d'avoir un petit peu l'avis, l'opinion, la perspective des gens dans le continuum. Puis avant qu'on poursuive la discussion, je pense que ça vaudrait la peine que j'explique un petit peu c'est quoi le pied diabétique puis qu'est-ce qu'on entend par rapport à ça. Parce que je pense que Guy, on a eu un échange avant le balado, puis votre médecin a commencé à parler du pied diabétique, c'est ça, hein? Oui, mais très, il n'y en a pas beaucoup parlé. C'est Il ça. n'a pas donné beaucoup de détails. Pas beaucoup de détails. Puis toi, Jean-Pierre, de ton côté, quand on a commencé à parler du pied diabétique, les plaies puis les amputations étaient à la porte, c'est ça, hein? Oui, exactement. Même J'avais déjà des amputations qui avaient été faites. qui avaient été faites. Donc, Oui. premièrement, ben, de savoir qu'est-ce que le pied diabétique aussi tard, ben, on n'est pas au service justement des patients, des citoyens. Il faut parler de ça en amont. Fait que c'est un peu mon rôle d'expliquer c'est quoi. Qu'est-ce que le pied diabétique et qu'est-ce que ça mange en hiver? Premièrement, ben, je pense que ça, toute personne qui est atteinte de diabète va entendre parler que c'est dangereux d'avoir des amputations. Faites attention, les pieds diabétiques, là, le diabète, c'est fragile sur les pieds. Tout le monde entend un peu parler de ça sans savoir qu'est-ce que ça l'implique en tant que tel. Le pied diabétique, c'est comme un concept qui englobe plein de petites choses. On dit ça parce que je pense que c'est facilitant que de dire telle pathologie, telle pathologie, telle pathologie, puis ensemble, ça crée le pied diabétique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tout le monde sait que le pied diabétique, le diabète, bon, ben, il y a du glucose, on ne le gère pas bien, le sucre dans le sang, des fois, il est trop haut. Quand il est trop haut, il entraîne des problématiques du genre, ça va abîmer les nerfs au niveau de nos yeux, les nerfs au niveau de nos reins et les nerfs au niveau de nos jambes et nos mains. Quand les nerfs sont abîmés, quand les vaisseaux sanguins, les nerfs des vaisseaux sanguins sont abîmés, parce que oui, il y a du sang qui circule dans les vaisseaux sanguins, mais ils ont des nerfs qui vont leur donner les messages. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que il n'est plus capable de donner l'information comme il devrait au cerveau. Puis là, ben, le sang, il faut qu'il se rende jusqu'aux pieds. Puis les pieds sont loin du cœur. Le pied diabétique, c'est quand s'installent les signaux de sensibilité, de ressentir les sensations au niveau des pieds, ils ne sont plus normaux.
Quand je veux dire normal, c'est que souvent, on a une perte de sensibilité, une perte de sensation, mais chez certaines personnes, les nerfs qui sont abîmés, tout ça, ça va amener de l'hypersensation, des douleurs. On appelle ça des douleurs neuropathiques. Il y a des gens qui en ont rapidement, puis il y en a qui en ont vraiment tard, puis il y en a qui en ont jamais des douleurs. Il y en a qui ressentent rien. Donc, quand ils marchent sur un caillou, quand leur chaussure n'est pas bien ajustée, ils ressentent rien. Fait que le fait de marcher 10 000 pas par jour dans un soulier qui est mal ajusté, dans un caillou, puis qu'on ne ressent rien, ça va venir fragiliser la peau. Puis quand on a le diabète, ben, il y a des problèmes de cicatrisation, à guérir les plaies. La peau, elle n'est pas intègre, elle est plus sèche. Tu sais, c'est une perte de sensibilité, mais il y a d'autres voies là, métaboliques là, qui peuvent être abîmées. La peau, elle n'est pas intégrale, elle n'est pas normale, elle est plus fragile. Fait qu'avec cette perte de signaux-là, avec le sang se rend moins bien au niveau des pieds, puis avec le fait qu'on continue à marcher, on continue à porter nos souliers, on n'est pas alerte à ressentir, je me cogne sur le coin d'une table ou je marche sur un caillou dans mon soulier. Bien, qu'est-ce que ça fait souvent? C'est que ça peut faire, il y a un ongle qui rentre dans la peau, mais je ne le sens pas. Bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça peut faire une plaie qu'on appelle diabétique, qui n'a pas la capacité de guérir parce que les grosses cellules du système immunitaire, ben eux, ils n'ont pas la capacité de guérir parce qu'ils sont pleins de sucre, puis ils sont un peu lâches, ils n'ont pas le goût de faire leur job, qui ne guérit pas bien. Puis là, ben, la plaie reste ouverte longtemps, longtemps, elle devient chronique, avec le fait qu'il y a moins de sang qui se rend bien, qu'il n'y a pas une bonne qualité de cicatrisation, de guérison de la plaie, s'installe ce qu'on appelle un pied diabétique qui peut mener à l'amputation, parce que quand il n'y a plus de sang, qu'il y a la plaie là, qu'il y a des risques d'infection parce qu'elle est là depuis longtemps. Puis ensuite de ça, ben, à un moment donné, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester une grosse plaie avec, on va dire un peu de la gangrène ou de l'infection. C'est dangereux. Fait qu'il faut qu'il coupe pour essayer de couper où est-ce que le sang se rend, pour au moins guérir où est-ce qu'on a coupé ce qu'on appelle le moignon, là, ou la plaie chirurgicale. Donc, le pied diabétique, c'est l'ensemble de ça. C'est la neuropathie qui est égale à la perte de sensation. C'est le fait que le sang ne se rend pas bien, qu'on appelle médicalement les maladies périovasculaires. Puis, c'est aussi l'incapacité à ressentir les sensations, notamment les pressions plantaires au niveau du soulier, de ressentir la chaussure, de ressentir si on marche quelque chose. Puis, à 10 000 pas par jour, une pression parce que le pied ne fonctionne pas de la même façon, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça s'affaisse, puis là, ça fait un trou. Le trou devient une plaie, le plaie ne guérit pas, puis là, ben, il faut couper. Ça, c'est ça l'ensemble qu'on désigne par pied diabétique. Puis une fois que le pied diabétique est installé, ben, il n'y a pas de régression. Une fois que la neuropathie est là, on ne peut pas la guérir. Elle est là pour rester. Une fois que nos vaisseaux sont malades puis que le sang ne se rend pas bien, ben, il y a des interventions des fois de déboucher l'artère pour qu'elle fonctionne mieux, donner des médications, mais le vaisseau, le nerf qui venait donner le signal au vaisseau, il est abîmé. Donc, c'est difficile de retourner en arrière. Fait que c'est devenu, un peu comme vous avez dit tantôt, le statut de chronicité, pied diabétique. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que pas parce qu'on est atteint de diabète qu'on va nécessairement développer une neuropathie, qu'on va développer de la maladie périovasculaire, qu'on va avoir des problèmes avec les pressions. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va développer le pied diabétique avec la plaie puis qui va mener à l'amputation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nos capacités de cicatrisation, ben, ils sont généralement un petit peu diminuées. La peau est généralement altérée à cause du diabète. Ce n'est pas de votre faute, là. Vous pouvez contrôler comme il faut la glycémie, mais la peau devient un petit peu plus sèche. La sensation se fait moins bien, le sang se rend moins bien. Puis c'est sur le long terme. Donc, quand le long terme fait en sorte qu'on ne gère pas notre glycémie sur le long terme, bien, les dommages arrivent plus vite, puis ils viennent être plus graves. Mais parfois, il y a des gens qui vont bien vivre avec le diabète pendant des années sans jamais développer la plaie, l'amputation. Donc, des fois, c'est un coup de dé, mais c'est aussi les habitudes de vie, la prévention, l'éducation, c'est plein de facteurs. C'est multifactoriel qui fait en sorte que tu vas développer ce qu'on appelle le pied diabétique avec la plaie qui pourrait mener à l'amputation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voudriez avoir des spécifications ou peu importe là, par rapport à la condition? Ben, pour ce qui est de ma part, moi, c'est très clair parce que c'est toutes des choses que j'ai vécues.
Donc, c'est absolument exactement ça. C'est très, très clair pour moi. Toi, Jean-Pierre, justement, si on partage un peu sur ce que tu as vécu puis sur ce que tu es à l'aise. Toi, de Oui. ton côté, quand on parle de pied diabétique, tu connais bien ça parce que tu as eu des ulcères, tu as eu des amputations, puis est-ce que tu as eu un pied de Charcot? Si je l'ai eu, je ne connais pas le nom. OK. Pied de Charcot, ça fait partie du pied diabétique. C'est quand il y a une destruction un petit peu osseuse de la forme du pied. Avec le diabète, les muscles s'affaissent, les tendons, ils ne tiennent plus. Fait que le pied s'affaisse énormément. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que le pied ne peut plus respecter la structure pour fonctionner quand il va marcher. Donc, ça va entraîner encore plus des ulcères puis encore plus de problèmes. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très urgent. Quand on a un pied de Charcot, il faut savoir le reconnaître puis il faut le prendre en charge rapidement. Est-ce que ça peut arriver, sans l'appeler le pied de Charcot, mais au niveau d'un orteil? Non, ça serait plus au niveau central du pied. Je ne me souvenais plus si tu avais un pied de Charcot, mais je voulais savoir si tu en avais déjà entendu parler. Mais Non. on entend parler beaucoup du perte de sensation, des ulcères, on parle de tout ça, mais on ne parle jamais du pied de Charcot qui est l'affaissement total du pied en lien avec le diabète. OK. Non, parce qu'actuellement, j'ai une déformation d'un orteil qui souffre de l'absence des deux orteils précédents. Et puis, ça fait comme une bosse au-dessus de l'orteil. Justement, j'ai vu ma pédiatre la semaine dernière. Puis je lui demandais si c'était un corps ou de la corne. Là. C'est une bosse. Puis elle m'a expliqué que c'était une déformation de l'os due à la surpression qu'il y a sur mon orteil. Bien, effectivement, puis dans cette condition-là, je prendrais justement ton partage pour dire que c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a eu une plaie, une fois qu'on a eu un ulcère plantaire diabétique, puis le pied diabétique s'est installé, en général, bien, on a un épisode, puis un deuxième, puis un troisième, parce que c'est comme si les déformations, ils progressent. Fait que ce qui est important là-dedans, c'est de vraiment outiller les personnes, les patients, les citoyens à comprendre cette condition-là, à s'impliquer en travers leur maladie, puis M. Poulain l'a bien dit, c'est-à-dire, tu sais, l'acceptation du deuil de la maladie, l'acceptation avec le diabète, puis ensuite de ça, c'est de prendre des actions, oui, pour gérer sa glycémie, mais de comprendre que la gestion de la glycémie, faire du sport, prendre des bonnes décisions pour sa santé, ça a l'impact ultimement sur les complications plus graves comme la perte de vision, les problèmes rénaux, puis l'apparition de l'ulcère plantaire diabétique et peut-être éventuellement des amputations. Guy, avez-vous des questions par rapport à ce que Virginie a dit? Ben, j'ai trouvé ça très clair, les expressions qu'elle a apportées. C'est sûr que moi, je suis au début, là, parce que c'est un peu comme un médecin qui avait fait un test de sensibilité avec l'aiguille au niveau des pieds, puis je me suis bien rendu compte que j'avais moins de sensibilité qu'avant, là, mais pas au point de ne pas sentir un caillou dans ma chaussure. Ça m'arrive des fois, puis je la sens. Mais c'est sûr que moi, j'essaie depuis quelques années d'être un peu plus préventif. Là, actuellement, ma bataille, c'est de faire baisser ma glycémie parce que moi, mon problème numéro un dans mon alimentation, c'est les sucreries, c'est les desserts sucrés et compagnie. Parce que je fais l'exercice, je marche au moins 1 heure et demie tous les jours. J'ai une alimentation saine à part de ça, mange peu de viande, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, etc. Puis au niveau des pieds, j'ai été sensibilisé il y a quelques années, parce qu'il fait que, par exemple, moi, j'ai vécu longtemps à la campagne, j'ai encore une maison de la campagne, mais j'avais souvent tendance à aller travailler sur le terrain en sandales, nu-pieds, ce que je ne fais plus depuis longtemps, d'être pieds nus justement pour éviter toute forme d'accident ou de blessures, etc. Maintenant, j'ai un peu de misère, mais là, il faut dire que j'ai un problème de cataracte là, qui fait que ma vue est un peu affectée, mais pour faire la coupe des ongles de doigts de pied, j'avais un peu de misère. Ça m'est arrivé des fois de me couper. Fait que maintenant, je le fais faire par une infirmière en clinique de soins de pied, justement pour m'assurer, un, que ça se fasse sans blessure, puis deux, d'avoir quelqu'un qui a une expertise qui serait capable de me dire, oh, puis là, il y a comme un problème, il faudrait peut-être consulter votre médecin, votre pédiatre ou autre. Là. Alors, moi, chaque chose au début, je ne sais pas jusqu'où, je ne peux pas me rendre très loin là-dessus, c'est évident, mais je le sens bien maintenant que mon pied est un peu plus engourdi qu'avant. Je sens bien que j'ai moins de sensibilité, mais pour l'instant, ça ne m'empêche pas de faire mes activités. Je suis en investigation actuellement au niveau vasculaire parce que j'ai des douleurs aux jambes quand je marche, maintenant, pas aux pieds, mais aux jambes. Alors, après un test que j'ai passé,
il y aurait peut-être un problème de calcification élevé au niveau des artères. Donc, j'attends un rendez-vous là, pour investiguer ça. Je ne sais pas si c'est lié spécifiquement au diabète ou pas. Ça Là. fait partie Ouais. du pied diabétique, tout ça. Ça fait Ouais. partie. Bon, alors c'est lié à ça. Alors, je ne sais pas quel soit le diagnostic et quel sera le traitement. Mais c'est sûr que c'est un côté inquiétant. Au niveau de mes yeux, à part les cataractes, je n'ai pas de dégénérescence masculaire ou maculaire. En tout cas, c'est une dégénérescence souvent qui est associée au diabète, etc. En tout cas, je n'ai pas de difficulté à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est sûr, quand on est jeune, moi, je ne pensais pas beaucoup à ça avant. Maintenant, quand on avance, c'est sûr, quand on arrive à 70 ans passés, ben, on a le goût de vieillir avec une qualité de vie là, la meilleure possible. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un côté un peu angoissant, mais en même temps, faut l'affronter, cette situation-là. Là, moi, je suis au début de ça, donc c'est pour ça que je ne prendrai pas de chance. Je vais aller chercher les diagnostics qu'il faut puis les traitements qu'il faut à ce niveau-là. Ce que je comprends, pas pour revenir en arrière, mais à tout le moins pour retarder ou éliminer ou ne pas aller dans les complications les plus sévères. Ce qui est difficile, les gens vont me comprendre, ceux qui ont des maladies chroniques. Moi, si j'accepte le diabète, je suis en excellente santé. Toutes mes autres mesures à tous les niveaux, les reins, etc., la prostate, n'importe quoi, là, je veux dire, mon médecin me dit, si tu n'as pas de diabète, vous seriez très bien, mais il est là, le diabète. Oui, puis Il parfois, faut. le diabète, Oui, il est inévitable. Il y a une composante familiale, il y a oui. toutes sortes de choses qui fait en sorte. Euh, je ferais du pouce un petit peu sur, là, vous nous avez dit un petit peu, tu sais, que les actions que vous faites de votre côté, là, justement, pour éviter les complications, etc. Mais dans un échange que j'avais eu avec Jean-Pierre, dans le tout début, là, quand on a commencé à se parler puis à faire un partenariat ensemble, notamment en recherche, mais très modeste dans sa description. Jean-Pierre, il participe au cours de collaboration interprofessionnelle à l'UQTR comme patient partenaire. Il a partagé aussi son expérience et c'est super riche. Tu m'avais donné un exemple sur c'est quoi le diabète, puis ça a été quoi les complications du pied diabétique en prenant l'exemple du bateau. J'aimerais peut-être ça que tu le partages à l'ensemble de l'auditoire là, parce que moi, j'avais trouvé ça très éloquent, ce que tu m'avais parlé par rapport à ça. Je prends le bateau comme exemple parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne peut pas éviter si on ne fait pas attention. Si je prends mon auto demain matin, je sais très bien que ça se pourrait que j'ai un accident, mais il y a de fortes chances que j'en ai pas aussi. Le diabète, si on ne fait pas attention, on ne peut pas se dire ça me touchera jamais. Et c'est ce que j'ai fait, moi, quand j'étais plus jeune. Pour moi, c'était une maladie qui était pour les autres. Mais c'est impossible que ça ne touche pas. Et donc, moi, je compare le corps humain d'un diabétique à un bateau dans lequel, à toutes les fois que tu mets une petite roche dans le bateau, ça paraît pas. Pour ce qui est de notre corps, ben, c'est qu'à toutes les fois qu'on mange un excès de sucre ou de tout aliment qui se transforme en sucre, ça paraît pas. On accumule, on accumule, on accumule, jusqu'au jour où la dernière roche va faire couler le bateau. Mais là, tous les problèmes arrivent tous en même temps, à différents stades pour différentes personnes, mais personne ne peut pas y échapper. C'est de là mon implication que j'aimerais trouver la méthode de faire réellement réaliser aux personnes qui ne peuvent pas y échapper. Parce que j'ai longtemps été de ceux qui se voyaient sans être éternels, mais intouchables, même malgré le diabète. Donc, c'est impossible. On ne peut pas y échapper. C'est pour ça que je compare ça au bateau dans lequel on met des roches. Le jour où il coule, ben, l'eau rentre. Oui, puis vous aviez dit justement que quand l'amputation est arrivée, c'était comme s'il y avait une trop grosse roche, puis le bateau a coulé parce que ça vous avait mené à plus de 150 rendez-vous par année médicaux avec les changements de pansement, avec les différents examens, toute l'hospitalisation à travers ça. Là, vous avez tout retracé ça. C'était relativement impressionnant. Ça vous convainquait vous jeune, d'essayer de prendre action pour éviter que ça revienne. C'est un peu ça que vous me disiez souvent. Oui.
Pour en revenir au début, c'est 220 à 230 en moyenne par année pendant 3 ans. Mais même à ça, après la première amputation, après l'amputation de la première petite orteil, euh, j'étais encore en grosse partie convaincu que ça s'arrêterait là et que ça irait pas plus loin. Il faut vraiment, là, comme on dit, quand le bateau commence à prendre l'eau, ben, il va prendre l'eau un petit peu en arrière, mais ensuite de ça, tout ce qui est dans le bateau va se mouiller. Donc, on finit par, tous les organes sensibles vont finir par y passer à cause du diabète, mais à différentes forces selon chaque personne. Ça m'inspire vraiment là, l'image que vous avez donnée, Jean-Pierre, puis aussi votre témoignage de tantôt, Guy. Puis ça me soulève une question là, que j'aurais aimé poser à Virginie. Justement, avec ça, c'est des complications justement qui surviennent à long terme là, du diabète. Tu sais, quelqu'un, une personne qui recevrait son diagnostic, tu sais, est-ce qu'il y a des signes ou symptômes avant-coureurs que la personne devrait identifier ou rechercher? Puis après, ben, comment on fait pour aller tester ça, le pied diabétique? Guy a commencé à soulever un peu la réponse, mais ça m'intrigue de savoir c'est quoi. Puis ensuite, ben justement, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, tu sais, des choses sur lesquelles quelqu'un peut jouer pour essayer de retarder le plus possible là, ce développement-là, là? Bon, il y a plusieurs sous-questions. Je vais essayer de répondre, puis vous pouvez compléter mes réponses, messieurs. En fait, facteurs de risque, c'est le dernier élément de ta question. Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables, mais il y en a qui ne sont non modifiables. Si on va dans les non modifiables, ben, c'est un peu, ça va toucher un peu plus les hommes à partir d'un certain âge, là, à partir de 50 ans, parce que les hommes ont moins tendance à surveiller leurs pieds. Fait que sachant, par exemple, ce facteur de risque-là, ben, ça serait, en tant que professionnel de la santé, d'être très alerte aux pieds des hommes et de peut-être dire aux femmes de ces hommes-là ou à l'entourage de ces hommes-là de surveiller, peut-être d'aider à surveiller ou donner des petits trucs pour que la personne puisse surveiller ses pieds. Comme par exemple de dire, ben, après le bain, ou la douche, inspecter en dessous de votre pied. Vous avez une petite bédaine, pas de problème. On prend un miroir, on regarde à les jours si c'est possible. Dans les chaussures, ben, on change nos chaussures, on essaie d'avoir des chaussures adéquates. Je vais revenir avec les petits conseils pour éviter ça. Il y a des facteurs de risque aussi familial, génétique qu'on ne pourra pas changer par rapport à la maladie périphérique, les maladies cardiaques, il y en a qui sont plus sensibles, etc. Dans ce qui est modifiable, ben, c'est tout ce qui est en lien avec le diabète. L'alimentation, être actif, c'est tous des facteurs de risque qui sont, l'hygiène, c'est tous des facteurs de risque qui sont modifiables, qu'on peut travailler au quotidien. C'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux d'équité. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une assurance puis de pouvoir rencontrer un podiatre ou une infirmière. C'est pas tout le monde qui a l'assurance de se payer une bonne paire de souliers d'une marque très chère, très adaptée. Il y en a qui vont aller dans les friperies chercher un bon soulier parce que ben, ils vont mettre la nourriture sur leur table avant tout ça. Puis des fois, on va dire aux gens, ben, marchez plus sur votre pied, puis arrêtez de travailler, mais c'est pas la réalité. La personne a une famille, il faut qu'elle travaille, ou etc. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'iniquité dans tous ces facteurs-là qui peuvent mener au pied diabétique. Mais qu'est-ce que j'ai le goût de dire, c'est, puis tu sais, il y en a panoplie, là, ils ont tous décliné les facteurs, là. En général, là, les facteurs de risque les plus grands, c'est des changements dermatologiques locaux. Fait que ça passe par une inspection d'un professionnel ou d'habiliter la personne à reconnaître qu'il y a une rougeur, qu'il y a un problème d'un ongle. Ensuite de ça, on a les amputations antérieures historiques d'amputation ou des amputations dans la famille. Ben, ça se peut qu'on soit un peu plus fragile. Il faut être alerte à ça. Historique d'ulcère aussi. On a eu des problèmes de cicatrisation au niveau d'un petit coin d'ongle qui rentrait dans la peau ou au niveau d'une plaie au niveau de la main. Ben, ça se pourrait que s'il y a une plaie au niveau du pied, ben, les cicatrisations se fassent moins bien. C'est un facteur de risque très grand. Ensuite de ça, on va avoir l'apparition des problèmes de la rétine et au niveau des reins. Facteur de risque à propulser vers un ulcère, vers une amputation également. Puis tout ce qui est maladie périphérique vasculaire. Puis comme le dit, les médecins, les équipes de soins, ils sont très bons pour passer ces tests-là une fois qu'ils suspectent
qu'il y aura peut-être une problématique qui pourrait arriver, d'aller regarder, d'investiguer au niveau vasculaire, au niveau de la neuropathie, la perte de sensibilité. Moi, le message que je veux faire, puis c'est pas pour rien que j'ai déposé ma programmation basée sur le besoin des patients partenaires et des citoyens qui vont parler. Ben, c'est bien beau de parler de l'ulcère puis de le guérir, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait jamais, qu'il n'arrive pas, qu'il n'apparaisse pas, puis qu'on ait des interventions durables. Fait que j'ai tout orienté ma programmation de recherche, puis je travaille avec des patients comme des personnes comme Jean-Pierre, qui peuvent parler de leur vécu, puis de faire en sorte que ce qu'on va développer ensemble, ben, va permettre à une personne comme Guy, qui n'a pas encore expérimenté un ulcère et une amputation, puis je veux qu'il en expérimente jamais, ben, de faire en sorte qu'ils sachent quoi faire chez eux. Que, dans le fond, quand il se présente chez son médecin de famille, quand il va parler à son infirmière pour le traitement de son diabète ou le pharmacien, peu importe s'il va voir un podiatre, qu'il soit capable de dire, OK, mes pieds ont été inspectés, il n'y avait pas de problématique. Moi, en tant que personne, voici ce que je dois faire. Je dois avoir une bonne hygiène des pieds. Je dois inspecter mes pieds à tous les jours. Je dois porter les bons souliers. Puis je dois penser que quand je vais chez le médecin, mon médecin, là, il a plein de choses à adresser par rapport à ma santé, puis il y a 20 minutes de rendez-vous avec moi. Fait que si mes pieds n'ont pas le temps d'être inspectés par mon médecin de famille, ben, est-ce que l'infirmière a inspecté mes pieds? Puis si l'infirmière n'a pas eu le temps, est-ce que quelqu'un qui a inspecté mes pieds? Est-ce que je suis allée voir une infirmière comme Guy? Est-ce que je suis allée voir un podiatre comme Jean-Pierre? C'est qui peut m'aider si j'ai des questions, si j'ai quelque chose qui m'inquiète? Puis ça, faire ces actions-là ensemble, concertées, se laver les pieds, une bonne chaussure, puis des soins de pieds, si on voit qu'il y a une callosité ou un ongle qui accroche, ben, ça évite 85% des ulcères et des amputations. Puis ça, c'est démontré dans la littérature scientifique. Fait que quand on regarde, on évite 85%, ben, c'est des actions durables que moi, dans ma recherche, avec Jean-Pierre, et même avec Guy, parce que je fais partie de la chair à Guy, on va dire ça comme ça, ben, je veux développer un programme pour dépister les pieds diabétiques. Puis il y a plein d'initiatives un petit peu partout. Il y en a dans des GMF, il y en a dans les CLSC, il y en a dans les cliniques pédiatriques, il y a des infirmières qui le font. Mais les actions ne sont pas concertées. Puis on en parle souvent de la discontinuité des soins. On en parle de les trajectoires ne sont pas définies. Quand on a un ulcère plantaire puis qu'on a une amputation comme Jean-Pierre, là, on est pris en charge, là, puis ah ouais, on les a les rendez-vous, puis on y va, puis tout ça. Mais quand on n'a pas encore eu la problématique, ben on ne sait pas trop. On navigue, puis on espère qu'il n'y en aura pas, puis on ne le sait pas trop. De faire des trajectoires qui sont claires, de faire en sorte que le patient est engagé dans ses décisions, qu'il connaît le problème, puis qu'il sait lui-même comment faire pour s'aider, puis s'il ne peut pas, c'est qui va voir, puis qui va pouvoir l'aider, bien, ça va aider. Puis ça fait du pont beaucoup sur l'engagement citoyen, l'engagement que parlait Guy en entrée de jeu, puis pourquoi on développe ce type de recherche-là avec Jean-Pierre. On en a parlé des décisions dans les soins, Jean-Pierre, toi et moi. Puis dans les différentes discussions qu'on a eues, dans tes soins, tu en as parlé souvent, les décisions, ton expérience, tu en as parlé, est-ce que ce pansement-là, je devrais faire ça, etc. L'expertise de la personne, puis d'être capable d'outiller la personne à dire, ben moi, là, la santé des pieds est importante. Je ne veux pas attendre d'avoir un ulcère ou une amputation pour prendre en main. J'ai déjà beaucoup de choses à prendre en main, ma santé de mes yeux, faire du sport, bien manger, etc. Ben au moins, si je veux continuer à faire ça, je vais faire en sorte que je suis capable de marcher, que je suis capable d'être fonctionnelle parce que j'ai mes deux pieds, puis que j'écarte ce problème-là qui pourrait dégringoler sur des choses un peu plus négatives jusqu'à même le décès. L'ulcère et l'amputation amènent même une surmortalité. Là. Donc, c'est... Si tu permets, Virginie, mais tu comprends ça, puis c'est tout à fait correct. Ce qui est difficile, puis Jean-Pierre, je partage tout à fait son expérience. Le diabète, c'est une maladie à long terme. Hein? Fait qu'à court terme, on n'a pas tant de conséquences que ça. Il y en a, j'en ai connu, là, mais pas tant que ça. Si ça peut passer un peu, j'ai un ami il y a quelques années qui est décédé d'un infarctus. Souvent, l'infarctus, quand les gens ne décèdent pas, c'est un call down. Oh, là, il faut qu'on change des choses dans notre alimentation, notre sédentarité, tout ça. Mais c'est des choses que les gens savent avant et qu'ils ne font pas.
c'est difficile de changer ses habitudes de vie. C'est très difficile. Puis la société ne nous aide pas. Là, je vais prendre mon côté plus citoyen. J'en ai parlé un peu dans la préparation. Moi, quand je vais chercher mes médicaments à la pharmacie, mon diabète, ben, je passe devant le comptoir des sucreries, de chocolat, des bonbons. Les pharmacies vendent des bonbons, de chocolat, des sucreries qui sont des poisons pour des gens comme moi. OK? Quand je suis allé en Europe l'année passée, on est allé dans une pharmacie à un moment donné, il y a zéro type de cette chose-là dans les pharmacies en France, notamment. Fait que, tu sais, on parlait du docteur Després, là, que connaît bien Dominique, parle un peu des enfants. On est en train de former ce qu'il dit la génération d'enfants et d'adolescents la moins en forme des 100 dernières années. Pourquoi? Parce que la sédentarité, évidemment, les iPads, les iPhones, les compagnies, et aussi l'alimentation où autour des écoles secondaires, il y a plein de restaurants, de restauration rapide, des choses très grasses, très sucrées, etc. Fait que, tu sais, la société n'est pas très aidante, n'est pas très soutenante par rapport à ça. Puis, je veux juste qu'on ait une petite parenthèse quand on parle des gens démunis. Mais moi, je viens d'un milieu pauvre où mon père est mort à 3 ans, ma mère était sous l'aide sociale. Ça trahit mon âge. Il n'appelait même pas ça l'aide sociale dans le temps, il appelait ça les mères nécessiteuses. Avec 3 enfants. Ben, elle n'achetait pas beaucoup de lait parce que c'était trop cher. Ça coûtait bien moins cher d'acheter du Kool-Aid. Le Kool-Aid, pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est une petite enveloppe grosse de même, là, avec 2 tasses de sucre puis un pichet d'eau. C'est ça du Kool-Aid, imaginez la boisson sucrée. Fait que, tu sais, il y a aussi la vulnérabilité des gens qui fait qu'ils ont beaucoup de misère à se payer. Tu sais, on dit souvent, les gens pauvres, ils achètent de la liqueur. Ben oui, mais de la liqueur, tu vas payer un spécial à 99 cents pour 2 litres. Puis comment ça va te coûter la pinte de lait? Elle va te coûter 3-4 fois plus cher. Tu sais, au bien bon, au un vrai jus d'orange. Oublie ça, faire un jus d'orange avec des vrais oranges. Là, ben, ça coûte bien trop cher. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui n'est pas très soutenant. Mais en même temps, il faut en parler. C'est pour ça que ce balado-là et d'autres outils que des chercheurs comme toi développent avec des patients citoyens, c'est super important parce que, puis Jean-Pierre Després nous le dit, là, si on changeait beaucoup de choses dans la société, on pourrait éliminer peut-être les 3 quarts de cas de diabète qu'il y a dans la société. Imaginez là, ce que ça voudrait dire. Ça serait bien plus important d'investir dans ça que d'investir dans une entreprise qui ferme ses portes 10 ans après. Là. On investirait dans la santé des gens. Alors, c'est sûr que le pied diabétique, c'est une complication. Les yeux, une complication, l'insuffisance rénale, c'est toutes des complications possibles, mais qui nous coûtent cher individuellement pour notre santé et qui coûtent cher à la société aussi, parce qu'évidemment, on consomme des soins, c'est bien correct. On a payé pour toute notre vie, mais imagine, on consomme des soins qui coûtent une fortune, alors que si on nous avait aidés en amont davantage, peut-être que les gens n'auraient pas besoin ou beaucoup moins besoin de ces soins spécialisés-là. C'est ça, moi, un peu qui me préoccupe. Comment faire pour créer ce mouvement-là, que les gens bougent dans la bonne direction et qu'ils n'attendent pas. On dirait que l'être humain, on attend d'être mal pris pour commencer à bouger. Je suis d'accord avec votre partage. Puis, ce que j'ai le goût de répondre à ça, je n'ai pas la réponse à tout ce que vous avez dit. Ça serait trop facile, c'est trop beau. Oui, mais je vois que Jean-Pierre, puis je vois que toi, puis je vois Dominique, puis tout le monde qui marche dans cette direction pour faire changer l'inertie de ce qui se passe. C'est sûr que moi, ma passion, c'est le pied diabétique, mais ensemble, on va arriver à changer les choses. Puis ma programmation de recherche, puis Jean-Pierre en fait partie de cette programmation, c'est ça qu'on veut. On veut que, au lieu d'aller vers ce qui coûte cher, parce que quand on parle de pied diabétique, puis Jean-Pierre pourra en parler, les pansements là, ne sont pas tous couverts par la Régie d'assurance maladie. Il y a des choses qu'il faut que tu payes de ta poche, puis des fois, il y a des assurances, mais des fois, ce n'est pas couvert. Tout ce qui est les bottes de décharge pour enlever le poids sur le pied, c'est l'instruction numéro 1 qu'il faut faire en contexte de pied diabétique, mais des fois, ce n'est pas possible. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Des fois, on n'a même pas d'argent pour se payer la botte parce que ce n'est pas couvert par la RAMQ. Il y a plein d'enjeux de cette façon-là. Mais moi, ce que je propose, puis je vais dire moi, mais je vais dire mon équipe, les collaborateurs, les gens avec qui je travaille, dont les parties prenantes, comme les patients, les citoyens partenaires, bien, ce qu'on propose, c'est de travailler en amont, en prévention, avec des interventions durables qui ne coûtent pas cher, dont l'éducation. Éduquer à la santé des pieds des personnes atteintes de diabète pour pouvoir changer le monde un orteil à la fois. Puis, c'est ce que je propose dans ma programmation avec Jean-Pierre et tous les autres, mes étudiants, les collaborateurs, les patients partenaires, les organismes, parce qu'il y a des organismes qui s'impliquent et qui veulent ça.
Ben, c'est qu'un jour dans la vie, là, moi, là, je suis née, puis j'ai grandi. Puis quand c'est arrivé, mes parents m'ont montré qu'il fallait que je me brosse les dents. Je pouvais manger des bonbons, puis je pouvais manger du chocolat, mais il fallait que je me brosse les dents. Parce que si je ne me brossais pas les dents, ça allait faire des caries. Puis les caries, ça allait faire pourrir mes dents. Puis là, mon père ou mon oncle ou mon grand-père, je me souviens plus, enlevait son dentier, puis là, j'avais peur. Fait que j'ai appris par l'éducation, l'humour, que dans le fond, c'était correct d'en manger des bonbons un petit peu, mais qu'il fallait se brosser les dents. Puis, tu sais, moi, j'ai un problème de poids, puis ben, des bonbons puis des chocolats, il fallait que j'en mange avec parcimonie, là, pas trop non plus, mais j'ai appris que se brosser l'hygiène des dents était importante pour éviter des problèmes. Ben, aujourd'hui, à mon âge, tout près de mes 40 ans, ben, j'ai des belles dents. C'est mes vraies dents à moi. Je les brosse 2 fois par jour, puis c'est pas toujours facile. Des fois, le soir, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. J'ai été épris de ma passion du pied diabétique, puis j'ai la vaisselle à faire, j'ai la bouffe comme tout le monde, puis le lavage. Puis là, je me couche le soir, j'ai mangé le soir devant la TV. J'aurais pas fallu, Jean-Pierre serait pas content. Puis là, il faudrait que j'aille me laver les dents, puis ça me tente pas. Mais je sais que de me laver les dents, c'est un comportement, c'est une hygiène que je fais pour moi, puis qui il va me faire du bien au final parce qu'il va m'éviter d'avoir des caries qui vont pouvoir me faire de la douleur, qui pourraient m'éviter de manger parce que si j'ai un traitement de canal, si je dois avoir un pont, peu importe, je ne suis pas dentiste. C'est un peu ça avec le pied diabétique. Dans mon équipe, dans les projets, dans ma programmation avec toutes les parties prenantes, on veut développer un programme de dépistage, on veut développer des interventions, notamment des outils d'aide à la décision, qui va permettre de transférer les connaissances, de les appliquer, puis d'encourager le patient à prendre en charge lui-même parce qu'il va toujours y avoir des professionnels qui vont être là pour dire je dépiste, je détecte si, telle maladie, etc. Mais si le patient arrive puis que la santé de ses pieds est très importante puis qu'il demande regarde mes pieds, il se passe quelque chose, ça va déjà tout de suite soulever un, je vais dire un fanion rouge s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou quoi que ce soit, puis ça devient un réflexe à un moment donné. Comme moi, quand j'étais jeune, puis je regarde mon neveu qui a 8 ans, puis que le soir, des fois, il n'a pas le goût de se brosser les dents, puis quand je le vois, je dis, t'as-tu brossé tes dents? Ça ne tente pas, mais je suis pas mal sûre que quand il va avoir 17, 18 ans, puis qu'il va commencer à flirter avec une femme ou peu importe, je ne sais pas c'est quoi qui va l'attirer plus tard, là, mais je suis sûre qu'il va se brosser les dents parce qu'il va comprendre que c'est bien pour lui, puis que c'est bien pour manger, puis que c'est bon pour la séduction d'avoir les dents brossées, etc. Ben, moi, je vais changer ça, la déduction, pour la qualité de vie. Jean-Pierre, dans ses nombreux partages, me parlait qu'il était un fan de pêche. Il m'a dit qu'il adorait aller à la pêche, il adorait, tu sais, on a parlé souvent de ça. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, il y a la Wananiche, etc. Mais c'est sûr que je pense à Jean-Pierre dans le fond de sa chaloupe avec un demi-pied puis quelques orteils manquants. Ça ne doit pas être facile de vaquer à ta passion, à ton occupation. Puis dans le quotidien, je sais que tu as fait des transformations chez toi, justement, pour en avoir plus petit, tu sais, pour que ça soit plus facilitant dans ta qualité de vie. Mais ça n'empêche que, est-ce que tu es capable d'avoir les capacités comme avant de travailler le bois en arrière, etc.? J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, ben oui, je suis capable, mais je dois me limiter. Je dois me limiter dans ma quantité d'heures que je vais travailler pour justement pas me créer de nouveaux ulcères. Parce que là, dernièrement, j'ai un petit peu abusé dans mon atelier. Moi, je rentre dans la maison, puis je suis pas rentré dans la maison que j'ai hâte de retourner dans l'atelier. Donc, si je m'écoutais, ça serait 8 jours, 8 heures, 10 heures par jour. Et j'ai travaillé ça, puis j'ai fait de mon atelier toute ma vie. Et je suis encore pas tanné de ça, sauf que là, je dois me parler. Dernièrement, j'ai abusé un petit peu et j'en ai payé le prix. J'ai un ulcère qui a apparu, mais heureusement, je suis encore allé aujourd'hui au CLSC, puis c'est pratiquement guéri. Donc, c'est guéri, mais parce que j'ai été immobile là, depuis une semaine. C'est ma podiatre la semaine dernière qui a vu la petite plaie que j'avais. Et puis, depuis une semaine, je ne bouge pas, sinon que pour me faire à manger, me laver, aller aux toilettes, ainsi de suite. Mais faut vraiment s'écouter. Mais il y a quand même, quand c'est une semaine, c'est pas pire. Mais si je parle de mes amputations passées,
Faut s'écouter aussi, mais il y a aussi un autre prix à payer qu'on parle même pas du pied diabétique, on parle pas du diabète. Il y a le prix de la perte musculaire. Donc, moi, j'ai énormément perdu de masse musculaire, ce qui fait que m'accroupir, j'ai plus les cuisses assez fortes pour me relever. Donc, ma peur quand je marche actuellement, c'est de tomber parce que je sais que je vais avoir de la difficulté à me relever. Donc, je pense même peut-être à prendre une canne, pas parce que j'en ai besoin pour marcher, mais pour avoir un appui supplémentaire. Parce qu'aussi, avec un pied coupé, un demi-pied coupé, si on veut, puis dans l'autre pied, deux orteils d'amputé, ben, l'équilibre, il en reste beaucoup moins. Donc, j'ai pas besoin de dire que quand la semaine dernière, ma podiatre a découvert une petite plaie, la leçon a été bonne. J'ai resté assis parce que j'ai pas envie d'aller à un autre demi-pied d'amputé, mais ça nous met pas à l'abri pour autant. Fait que donc, il faut faire vraiment, mais vraiment très attention. De ton point de vue à toi, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les gens d'aller se faire dépister, que ce soit pour le diabète tout court ou se faire dépister pour des symptômes en lien avec un pied diabétique? Puis particulièrement, j'ai-tu une mauvaise vision parce que les hommes ont de plus de misère à aller consulter et à aller se faire dépister? Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute, la grande question, là, c'est que la réponse, je ne l'ai pas. La grande question, ça serait à la source pour éviter que le diabète amène des complications. C'est juste d'y croire, d'être convaincu que ça va nous toucher si on ne fait pas attention. Moi, j'étais convaincu que ça ne me toucherait pas et c'est ce qui a amené mon malheur. Il faut vraiment la recette miracle, il faudrait que le monde y croit. Et, mais ça se fait tellement graduellement, ça fait tellement pas mal que c'est trop facile de se dire ben, moi, je vais être moins pire que les autres. C'est là qui est l'enjeu, c'est de vraiment faire prendre conscience que tu ne peux pas y échapper. À différents niveaux, parce que moi, j'ai aussi de l'hérédité dans ça. Une autre personne qui n'a pas le bagage héréditaire, il n'y échappera pas plus, mais peut-être avec moins de gravité. Moi, je ne suis pas un spécialiste pour juger de ça, mais je suis convaincu que j'aurais pu, si j'avais fait juste sans, sans être drastique dans une alimentation, mais juste faire un petit peu attention, j'aurais pu éviter ou retarder beaucoup de problèmes. C'est d'y croire. Est-ce que, j'imagine que tu as déjà fait des conférences pour parler de tout ça avec des gens. Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes viennent te voir pour dire, ben oui, là, ça me convainc, il faut que je fasse quelque chose, ou que j'aille consulter, ou... Que des personnes m'ont dit ça. Non, ben, personne, j'ai fait une conférence avec Virginie à Trois-Rivières. C'était des podiatres des médecins. Donc, eux autres, Ah, OK. c'était pas le même genre d'interrogation qu'il y avait. Ouais. Mais il y en a plusieurs que l'interrogation m'ont dit, ça serait quoi le secret pour convaincre le monde? Malheureusement, je suis obligé de répondre que je ne l'ai pas, le secret. Le seul secret que j'ai, c'est qu'il faut convaincre le monde. Mais comment, je ne le sais pas. Oui, puis à la On conférence, est... c'est majoritairement des Ouais. infirmières qui font du Ouais. soin de plaie. Ben, je pense que je t'ai revenu, Jean-Pierre, mais à ta conférence, il y a quand même plusieurs personnes par après, des infirmières qui m'avaient écrit là, que ça leur avait parlé beaucoup le partage de Jean-Pierre à la conférence sur ce qu'il avait vécu, parce qu'on avait tout retracé un petit peu les différents épisodes de soins avec les différentes amputations. Puis on avait regardé un petit peu l'approche interdisciplinaire là-dedans, puis sa participation, son partenariat au niveau des soins, là. C'est ce qu'on avait fait comme conférence ensemble l'année dernière. Ouais. Parce que tu vois, moi, il y a quelques années, dans le temps avant ma retraite, on m'avait demandé, je faisais beaucoup d'animation de groupe, là, de colloques et autres. On m'avait demandé d'animer un colloque sur, on va employer un terme que toi tu connais, mais pas beaucoup le monde, la compliance aux médicaments, c'est-à-dire de prendre la médication qui est prescrite pour des gens qui avaient connu des accidents cardiovasculaires. Et il avait fait un documentaire pour dire que la moitié des patients de ces gens-là ne prenaient pas leur médication.
alors que c'était clair que sur le plan scientifique, cette médication-là allait avoir un effet positif pour éviter les récidives d'infarctus et autres, puis cette fois-là, d'y passer carrément. Puis je me souviens dans la discussion qu'on avait eue, puis il y avait quelques patients, à l'époque, on n'appelait pas ça des patients partenaires, mais il y avait quelques patients qui étaient là. Puis une chose qui était négligée, c'est que les gens disaient, prendre le médicament, c'est accepter que je suis malade. Et je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu à accepter, à faire le deuil de ma santé. Parce qu'avoir une maladie chronique, c'est faire le deuil d'être en santé. Je me souviens, moi, ma première médecin, il y a bien des années, malheureusement, elle est décédée depuis, elle disait, ben, c'est faux. Elle disait, Monsieur Poulain, c'est la réalité. Vous êtes une personne malade. Puis il m'a dit, quand tu as l'impression de ne pas être malade, puis tu ne l'as jamais été sur les petites grippes ou des rhumes sans importance, c'est quelque chose de prendre ça, là. Fait que je pense que la notion du deuil, à mon avis, est assez présente aussi dans les maladies chroniques. Mais c'est la même chose pour la neuropathie. Les études ont démontré que quand on ne ressent pas, la neuropathie, c'est enlever la sensation, perte de sensation, qu'on ne ressent pas qu'il y a une callosité en dessous du pied, qu'on ne ressent pas qu'il y a quelque chose de normal, ben c'est comme si on était dans le déni. Je ne le ressens pas, donc il n'y en a pas. Puis une fois que l'ulcère s'installe, souvent, on ne le voit pas. La plaie, elle est couverte d'un cap de corne, puis l'ulcère est en dessous. Fait que non, mais non, mais j'ai juste de la corne en dessous du pied, j'en ai pas d'ulcère. Mais en fait, c'est en dessous. Puis ça gruge jusqu'à l'os en dessous. Pas tout le temps jusqu'à l'os, là. Mais ça reste que on est un petit peu dans le déni de ça. Puis ça, je peux vous le dire, en étant une personne qui est dans la littérature scientifique beaucoup, c'est très répertorié dans le cas de la maladie du pied diabétique que les patients, les personnes sont beaucoup dans le déni parce que tant et si longtemps qu'ils retardent de consulter pour cette callosité-là qui est en dessous, qui est apparue, ben c'est comme s'il n'y en a pas de problème. Je reviens à ce que j'ai dit à la base. Je n'ai pas la vérité infuse, mais moi, j'ai pratiqué la podiatrie particulièrement avec des personnes atteintes de diabète. J'ai orienté toute ma recherche vers cette problématique de santé, puis je fais de la recherche en partenariat avec les parties prenantes, dont des patients et citoyens partenaires. Je suis d'accord qu'on fait comme si on ne l'accepte pas, on n'est pas là, puis qu'il y a un deuil à faire de la maladie, tout ça au départ. Mais je reviens à l'éducation. Je reviens à les gens, les patients, parce que moi, avant de faire ma programmation de recherche pour le FRQ, pour mon junior 1, je me suis assis avec des citoyens, des patients partenaires, puis je leur ai demandé, c'est quoi qui est important pour vous? C'est où que moi, Virginie Blanchette, je devrais passer ma carrière? C'est comme ça que j'ai défini la programmation de recherche. Puis ils m'ont tous dit sans équivoque que si on aurait trouvé un moyen de faire comprendre, comme a dit tantôt M. Bureau, d'y croire que ça peut arriver en prévention, bien peut-être qu'ils auraient adopté peut-être des comportements, ils auraient peut-être changé leurs habitudes. Or, je vais faire du pont sur qu'est-ce que j'ai fait dans ma thèse de doctorat. J'ai étudié les équipes de prise en charge du pied diabétique. C'est ça que j'ai fait au doctorat. Puis, ce que j'ai constaté, premièrement, c'est qu'on parle d'équipe interdisciplinaire, mais le patient n'est pas impliqué. C'est comme si le patient est là, mais les équipes prennent en charge le pied diabétique, mais le patient, il n'existe pas trop. Fait que c'est une des choses de pourquoi moi, je suis allée après ça au post-doctorat, puis que je me suis rendu compte avec la littérature scientifique que la meilleure façon que de faire impliquer un patient, c'est que le patient prenne des décisions. Dans le système de santé, on est beaucoup dans le consentement éclairé. La personne autorise un acte médical, autorise un traitement, autorise, etc. Mais quand la personne, avec une certaine façon de faire, puis c'est là que la décision partagée, puis Guy, tu l'as nommé en entrée de jeu, rentre en ligne de compte. La décision partagée entre le professionnel de la santé ou son équipe de soins et le patient et sa famille, c'est de trouver une façon que l'information passe de façon diverse. Je reviens à ma rencontre de 20 minutes où le médecin, l'infirmière doit adresser toutes les problématiques avec le diabète. Le pied là, devient pas mal secondaire quand on sait qu'on pourrait perdre la vision ou qu'on a des problèmes cardiaques ou que la glycémie est dans le tapis. Le pied, ouais, on en reparlera au prochain rendez-vous. Si on est capable de faire diffuser l'information, notamment avec la prise de décision partagée, avec des outils qui sont construits en langage clair, en langage compréhensif, pas de jargon médical, qu'il n'y a pas trop de données, là, qui ne noient pas dans les données ici et là, qu'on est capable
de faire en sorte que la personne atteinte de diabète, qui doit faire un choix de santé durable pour sa santé. Prenons par exemple le choix d'une bonne chaussure, le choix de décider qu'est-ce qu'il devrait faire en sorte pour prévenir les complications du pied diabétique, puis qui comprend qu'est-ce qu'il en est. C'est démontré dans la littérature scientifique que la personne va adhérer mieux à sa décision. On n'a pas choisi d'être malade. C'est une obligation. On n'a pas choisi d'avoir le diabète. Si on aurait pu dire le diabète, ça n'existe pas, je le souhaiterais à tout le monde, éradiquer le diabète de sur la Terre. Mais on n'a pas le choix de vivre avec le diabète. Puis je vais revenir avec le fait qu'on peut bien vivre avec le diabète, puis on n'est pas obligé de développer toute la panoplie de complications, dont les complications du pied diabétique. Mais si on est des personnes qui sont outillées, qui comprennent, qui prennent des décisions pour leur santé, c'est démontré que la personne va adopter des comportements qui sont plus durables en santé, puis qui va avoir moins de gaspillage en santé. Donc, moi, c'est sûr que dans ma recherche, c'est ce que j'essaie de faire. Ça n'a pas été vraiment développé encore, la prise de décision partagée pour l'ulcère plantaire diabétique, pour sa prévention, pour sa gestion. Fait que je n'ai pas de données qui disent « Ah oui, c'est la panacée, ça va régler ». Mais c'est un peu ça la job d'un chercheur, c'est d'explorer des questions de recherche, des thématiques qui viennent du besoin des patients. Puis ça, je l'ai bien compris, du besoin des patients qui n'en aient pas d'amputation puis qui n'en aient pas d'ulcère. Puis je l'ai bien compris avec mon chapeau de clinicienne que je ne veux juste pas en traiter parce que ça impacte tellement le quotidien de la vie, la qualité de vie, le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir faire de l'exercice physique. Ça impacte toutes les sphères de la vie que d'avoir un pied diabétique ou d'avoir des amputations et de devoir vivre avec ces amputations-là. Puis, tu sais, Jean-Pierre, pour en parler, avoir une plaie où est-ce qu'on ne peut pas se laver, où est-ce qu'il faut aller à 5 rendez-vous par semaine pour les changements de pansement, ça finit plus. C'est comme si notre vie était autour de la plaie. Il ne faut pas mouiller la plaie, il ne faut pas mouiller le pansement. J'ai des rendez-vous, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est hyper mobilisant dans sa vie. Puis à un moment donné, on a l'impression que notre vie, ça gère, c'est gestion de la glycémie, essayer d'être actif, ma plaie, guérir ma plaie, faire mon rendez-vous pour mes injections dans les yeux. J'ai l'impression que la maladie prend toute la place. Puis c'est pas évident à gérer ça. D'où pourquoi on parle tout le temps de comportement durable, d'éduquer, d'informer, de transmettre les connaissances. Il va toujours en avoir du pied diabétique, mais si ensemble, on est capable d'en prévenir 85% des ulcères et des amputations, ben, on va se donner un méchant coup de main. Mais ça, selon moi et selon la littérature scientifique, ça passe par des patients éduqués, outillés, qui comprennent c'est quoi la problématique, puis qui veulent faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est comme ça que la science est rendue. On va dire ça comme ça. Vous écoutez, on voit qu'il y a vraiment un besoin de prévention puis d'information aussi en lien avec le pied diabétique. Euh, on a eu une super discussion. En fait, je vous laisserai faire un tour de table là, si vous avez retenu quelque chose ou si vous avez un message à faire passer à la suite de cette discussion-là. J'aimerais vous entendre à tour de rôle. On peut commencer par M. Bureau, ensuite M. Poulain, puis Virginie, je te laisserai conclure par la suite. Moi, mon message s'adresserait peut-être aux personnes soignantes de prendre en considération la réalité de la vie et puis d'écouter son patient parce que le patient connaît pas la médecine, connaît pas la physionomie, mais par contre, le patient se connaît et il connaît ses habitudes de vie. Je prends par exemple, moi, tous les spécialistes s'entendent pour dire que le secret de la guérison, c'est l'immobilité. Sauf qu'il faut écouter le patient aussi parce que l'immobilité, c'est pas pratique pour tout le monde. Quelqu'un qui vit seul en partant déjà doit aller faire son épicerie, doit se laver, doit se faire à manger, et ainsi de suite. Donc, l'immobilité totale, c'est impossible. Donc, moi, mon message s'adresse aux soignants, au personnel soignant, d'écouter le patient. Super. Je suis bien d'accord avec toi, Jean-Pierre. Je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il y a tellement de choses. C'est sûr que l'idéal, c'est qu'on
qu'on ne se ferme pas les yeux, qu'on ne se voile pas les yeux. Autant des gens atteints du diabète que les gens qui le sont peut-être, mais qui ne veulent pas consulter pour toutes sortes de raisons. C'est compliqué s'occuper de sa santé. J'en suis tout à fait je suis au fait de ça. C'est de l'énergie, changer son alimentation. Tu sais, moi, je marche à tous les jours. Il y a des journées que ça ne me tente pas. Tu sais, des fois, il fait moins beau, puis tout ça. Tu sais, on a plein de raisons de faire autre chose que de s'occuper de sa santé. C'est sûr, moi, Jean-Pierre, il y a toute mon admiration de 220 rendez-vous médicaux dans une année. Moi, quand je vois 4 fois un médecin en 6 mois, je capote. Là. Tu sais, je dis, hey, je sens que ça prend tout l'espace de ma vie. Là. Imaginez, là, tu sais, avec 220, je verrais bien fou. Là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas simple. Puis, si ce genre de balado-là, puis ce genre de recherche où Virginie est associée et d'autres chercheurs et chercheuses vont dans le sens de sensibiliser, parce que je trouve que la recherche, des fois, est un petit peu trop université, puis un petit peu trop dans des silos, descendre dans la rue positivement, faire connaître les choses. C'est comme ça que l'éducation va se faire à long terme. Moi, je ne crois pas que ça va changer à court terme de façon spectaculaire, mais à long terme. Je suis bien obligé de l'admettre, là, je le vois, après 30 ans de vie que le diabète, ben là, je dirais les principales complications commencent à apparaître dans mon cas. Jusqu'où ça va aller, je ne le sais pas. Tu sais. Mais en même temps, ce qui est sûr, c'est que je veux une qualité de vie. Alors, je vais faire des efforts requis pour le faire. Mais moi, c'est pour ça qu'entre autres, la santé durable, ça me plaît beaucoup parce que je regarde une ville comme Québec qui vient d'inaugurer une patinoire au Parc Victoria, réfrigérée, donc qui va susciter à faire l'exercice, qui va construire un centre de curling, qui fait des pistes cyclables, tout le kit. Bon, il y a bien du monde qui chiale parce qu'il y a moins de place pour les chars dans les rues et tout ça. Mais en même temps, moi, je trouve que la mobilité, bouger physiquement à sa mesure en fonction de ce qu'on est capable, ben, c'est pas rien qu'une responsabilité individuelle, il y a aussi une responsabilité sociale du système de santé, mais aussi de la société en général, des entreprises, des municipalités, l'ensemble des institutions. Je pense que c'est un gros défi, puis il faut se mettre tout le monde ensemble pour faire bouger les choses. Puis quand je regarde ce que le docteur Després nous dit sur la jeunesse actuelle, écoute, il y a des jeunes du primaire en 5e, 6e année, ils nous expliquaient qui n'arrivent même pas à courir. Imaginez, là, en 5e, 6e année, quand on me semble, moi, le souvenir de mon enfance, c'est qu'on courait tout le temps. On jouait au cowboy, on jouait aux Indiens, on jouait au baseball, on jouait au ballon. On n'arrêtait pas de bouger. Nos parents ne savaient même pas ce qu'on était, mais on bougeait. Là, fait que, ça ne prépare pas des jours très, très extraordinaires, très lumineux. Alors, si ce genre de balado-là peut faire réfléchir à quelques personnes, de dire, ben là, peut-être que je serais bien d'aller vérifier ça avec mon médecin. Puis si j'en ai pas, ben, il y a le GAP, là, le guichet d'accès là, pour avoir accès, mais c'est une autre chose que l'État peut faire rendre accessible davantage des soins de première ligne. On sait que c'est pas simple là-dessus. Alors, c'est un peu ça que j'ai à dire. Alors, merci de m'avoir permis de participer à ce balado. J'aimerais ça revenir un peu sur les rendez-vous médicaux parce qu'on parlait tantôt de la prise de décision. C'est là que c'est important parce que moi, j'ai eu. En fait, ça a duré comme 3 ans là, avoir autant de rendez-vous, souvent à cause des changements de pansement, à cause des hospitalisations, des infections. Les chirurgiens, quand ils vont faire une amputation, naturellement que l'autre, si le petit orteil fait défaut, ben, ils n'iront pas couper au genou. Donc, ils vont essayer de sauver le plus possible. Et souvent, si je parle pour mon cas à moi, c'est qu'en sauvant le plus possible, des fois, l'infection restait quand même près de l'os de l'orteil suivant. Fait que c'est un orteil, 2 orteils, 3 orteils. Donc, moi, je suis bien au niveau des rendez-vous depuis il y a 1 an, 2 ans, que j'ai pris la décision. J'avais un orteil, j'avais une plaie chronique sur un orteil, ça faisait au moins 3 ans que c'était au moins 3 à 4 rendez-vous par semaine juste pour cette plaie-là. Et puis, à un moment donné, j'ai pris moi-même la décision. J'ai dit à l'orthopédiste, regarde, coupe-la l'orteil, là, ça guérira jamais. Et là que la prise de décision est importante. Fait que là, maintenant, des rendez-vous, j'en ai plus 230 par année, j'en ai peut-être 30. Ce qui fait que je suis vraiment à ma retraite. Là. Je peux profiter de ma retraite, mais c'était un travail à temps plein. Être malade, c'était un travail à temps plein. Oui. C'est un message important, Jean-Pierre, parce qu'on a parlé de préserver le membre, éviter les amputations, mais ce que tu nous démontres ici, c'est que parfois,
l'amputation est inévitable, puis elle va augmenter la qualité de vie. Fait qu'il ne faut pas oublier l'envers de la balance, puis ça fait partie quand on parle du concept de préservation du monde. Fait que merci pour ton partage, très important. Euh, le mot à la fin, me concernant, va faire du pouce sur qu'est-ce que Jean-Pierre vient de dire. Premièrement, je vais vous dire, bon, ben, vous n'êtes pas seul. Les personnes atteintes de diabète, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup de personnes aussi en périphérie, des organismes qui veulent aider les personnes atteintes de diabète et qui veulent faire en sorte qu'il y ait une belle vie, puis de bien vivre avec le diabète, puis éviter les complications. À titre d'exemple, si vous ne comprenez pas bien la pathologie du pied diabétique et différentes choses alentour de ça, j'inviterais les auditeurs à consulter le site Internet Votre santé vasculaire de la Société des sciences vasculaires du Québec. C'est un site web portail patient auquel j'ai participé pour faire comprendre dans des mots simples, avec des vidéos, c'est quoi une bonne chaussure, qu'est-ce qu'on devrait regarder pour vous outiller avec les pieds diabétiques. Donc, je vous invite à cette ressource-là. Autre chose, il y a des associations régionales de diabète qui peuvent aider, qui peuvent donner des ressources, des conférences, des fois des rabais par rapport à des soins ou peu importe. Donc, informez-vous auprès de votre région, à l'Association régionale de diabète ou à l'Association nationale de diabète qui, au Québec, est Diabète Québec et à l'étendue du Canada est Diabète Canada. Ceci étant dit, ces organismes-là ont des portfolios avec des ressources qui peuvent aider les personnes. Finalement, ben, il y a une ligne ouverte avec ce qu'on appelle des éducateurs en diabète à Diabète Canada. Si vous avez des questions, des choses, vous pouvez toujours appeler le 811, mais vous pouvez aussi appeler la ressource à Diabète Canada pour peut-être vous renseigner sur qu'est-ce que vous devriez faire dans ce contexte-là ou quoi que ce soit. Et je vous ai parlé de plein de parties prenantes. Vous n'êtes pas seul parce que oui, il y a d'autres personnes de la population qui sont atteintes de diabète. Je vous invite à échanger avec les personnes dans les salles d'attente, dans les organisations, dans les possibilités, avec des personnes qui vivent la même chose que vous vivez, que ce soit avec le pied diabétique ou autre. Des fois, ça peut aider au deuil, ça peut donner des trucs ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de monde, dont moi, oui, dans ma recherche, avec mon équipe, avec les collaborateurs, avec les patients partenaires, qui travaillent justement à essayer de trouver des solutions durables pour éviter, pour améliorer la vie, la qualité de vie des personnes à risque de sang et d'amputation. Mais j'ai plein de monde au Québec, dans d'autres universités, dans des milieux, pas juste des chercheurs, des cliniciens, qui ont des initiatives au quotidien dans les milieux hospitaliers, dans les cliniques, peu importe les métiers, qui ont à cœur la santé des pieds des personnes. Puis n'hésitez pas justement à dire, j'enlève mes bas, puis je pose la question, montrez-les vos pieds, puis quand vous prenez votre douche, inspectez-les vos pieds, puis quand il y a quelque chose qui est anormal, qui cloche, consultez. Moi, c'est ça le message que j'ai le goût de vous dire. Puis j'ai le goût de vous dire que les pieds diabétiques, ça ne va pas toucher tout le monde, puis ce n'est pas une finalité en soi. On a aujourd'hui Jean-Pierre qui est avec nous, qui a eu plusieurs amputations, qui s'implique, qui a un message, puis qui a une vocation par rapport à ça. Puis, ça n'empêche pas que votre vie n'est pas finie, même s'il y a une amputation ou même s'il y a un ulcère. On en guérit aussi. Puis, il ne faut pas avoir peur. Votre vie ne sera pas finie. Il faut aller chercher les bonnes ressources, puis l'aide par rapport à ça. Moi, c'est le message que j'avais le goût de vous lancer aujourd'hui. Tentez des perches, allez vers les personnes, mais ça reste qu'à la base, ça part de nous. C'est nos comportements, c'est d'être renseigné, c'est d'avoir le pouvoir sur notre santé, puis de la prendre en main, puis de faire en sorte d'avoir une bonne hygiène, des bonnes chaussures qui vont changer la donne quand on parle de la santé des pieds diabétiques. Moi, c'est ça le message que j'avais le goût de vous dire. Donc, Jean-Pierre, Virginie, Guy, je vous remercie énormément là, de nous avoir accordé ce temps-là. Ça a été un privilège pour moi assister surtout, je dirais, à cette discussion-là. Ça a été super enrichissant, j'ai appris beaucoup. Donc, sur ce, un gros merci là, d'avoir accepté d'échanger aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode de Santé sans détour. J'espère que la conversation et les échanges avec nos invités vous ont plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Personnellement, j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Et même étant quelqu'un qui travaille déjà ou qui s'intéresse déjà au diabète, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Comme le sujet du pied diabétique, c'est pas quelque chose qu'on discute beaucoup, on n'en parle pas assez. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans cet épisode, tout comme moi, vous avez un peu ou mieux compris ce thème et surtout, vous avez
permis en fait d'apprécier l'importance de la prévention et du dépistage, même si des fois on pense que ça ne nous arrivera jamais. Donc, je tiens aussi à remercier les invités, nos invités, Dr Blanchette, Monsieur Poulain et Monsieur Bureau, pour avoir pris de leur temps pour partager leur expérience, leur vécu et leurs connaissances avec nous. Et je tiens aussi à leur remercier en fait pour leur engagement dans les différentes sphères pour améliorer la qualité des soins et sensibiliser sur le sujet du pied diabétique. Et je veux aussi vous remercier pour nous avoir écoutés et à très bientôt dans un nouvel épisode. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.